Bienvenue dans ce deuxième épisode de ma série sur les aventures épiques du capitaine Coignet. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous renvoie à la première vidéo et je me permets un petit rappel. Jean-Roch Coignet, c'est un grognard de Napoléon qui a fait, à partir de 1800, toutes les campagnes de l'Empire, des dizaines de batailles, le tout sans jamais être blessé. Il a raconté ça dans ses mémoires qui sont ici et c'est tout simplement un régal. C'est là-dessus que je vais m'appuyer. La dernière fois, on avait vu ses débuts dans l'armée à partir de la seconde campagne d'Italie, qui était déjà incroyable. 8 kills, je le rappelle, hein, pour sa première bataille. Puis son entrée dans la garde, sa Légion d'honneur, et maintenant on va s'attaquer à du lourd. Toujours plus lourd. Cette série va jamais s'arrêter, je le sens. On va parler de la campagne de 1805, racontée par Coignet, bien sûr, avec à la clé le triomphe de la Grande Armée à Austerlitz. Austerlitz, vu par un grognard de Napoléon, tambour, musique en tête, c'est parti. Alors, je reprends mes notes. La dernière fois, on s'était arrêté sur le camp de Boulogne, ou plutôt les camps de Boulogne, c'est comme ça qu'il faut dire. Puis on a parlé des débuts fracassants de Coignet lors de la bataille de Montebello, puis de Marengo. De quoi lui faire obtenir un fusil d'honneur, une entrée dans la garde, puis l'une des toutes premières légions d'honneur. Il est ensuite stationné, comme 150 000 hommes, dans le camp, avec pour projet d'envahir l'Angleterre. La suite, vous la connaissez, faute de pouvoir s'appuyer sur la marine, l'invasion s'avère impossible, surtout que dans le même temps, l'Angleterre soulève la troisième coalition composée entre autres de la Russie et de l'Empire d'Autriche. Alors que les coalisés s'apprêtent à déferler sur la France, toujours prêts à rebondir, Napoléon retourne alors son armée vers le cœur de l'Europe, c'est la fameuse pirouette de Boulogne. Faudra d'ailleurs que je vous fasse un épisode rien que là-dessus, sur la dictée de Boulogne et la pirouette de Boulogne, parce que rien que ça, c'est fantastique, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. C'est à ce moment que se crée ce qu'on appelle la Grande Armée, plutôt stylé comme nom, et c'est ici donc que l'on retrouve notre ami Coignet, en marche avec ses camarades. Parenthèse pour remercier mon partenaire du jour, mon fidèle partenaire des éditions Phoenix, merci à eux. Aujourd'hui, ils ont une nouveauté à vous proposer. Après l'histoire de France de Jacques Bainville en édition collector, qui est là derrière, d'ailleurs il y a toute la collection derrière, le nouveau venu n'est autre que Saint-Louis et son temps d'Henri Vallon. Là on commence à être pas mal complet en termes de collection sur les principales figures et périodes de l'histoire de France. Je vous invite d'ailleurs à consulter le reste de leur catalogue sur leur site. Comme toujours, il s'agit d'un ouvrage de référence sur la période et sur ce roi, le seul roi de France qui fut aussi un saint et dont le règne fut fondateur de notre histoire. Un bel ouvrage qui vous est proposé en plus avec un prix de lancement avantageux, alors foncez. N'oubliez pas aussi que Phoenix reverse une partie de ses bénéfices à la préservation du patrimoine. C'est le bon moment avec cette offre de lancement pour compléter votre collection Histoire de France chez Phoenix, ou la débuter d'ailleurs, et ainsi vous constituer une belle bibliothèque. Je vous mets le lien en description et nous, on reprend la vidéo. L'aventure de Coignet se poursuit donc avec cette marche vers le cœur de l'Allemagne pour aller à la rencontre des Autrichiens avant qu'ils ne puissent faire leur jonction avec les Russes. Stratégie napoléonienne typique. Ça va nous conduire à Ulm où la Grande Armée prend de vitesse les troupes du général Mack, les encercle dans la ville et les contraint à une reddition rapide. Prouesse totale. Coignet justement nous raconte cette reddition, cette sortie de la ville par les troupes autrichiennes. Je lui laisse la parole. L'empereur se plaça sur le haut d'un pain de sucre et fit faire un bon feu. C'est là qu'il brûla sa capote grise. Toute sa garde était autour de lui et 50 pièces de canon braquées sur la ville. J'étais de garde sur le mamelon près de l'empereur qui parlait au comte Hulin, général des grenadiers à pied. Tout à coup, on voit sortir de la ville d'Ulm une colonne qui n'en finissait pas. C'était vraiment miraculeux à voir. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Toute cette colonne sortait en ordre et arrivait en face de l'empereur dans une plaine, au bas de cette montagne où l'empereur pouvait tout voir. Ensuite, le général Mack vient remettre son épée à l'empereur, qui la refuse, ainsi que l'épée de tous les autres officiers autrichiens. Puis, Napoléon fait cette proclamation à l'armée, dont je vais vous lire ici un passage qui nous est rapporté, entre autres, par Coignet. « Soldats de la Grande Armée, en 15 jours, nous avons fait une campagne. Ce que nous nous proposions est rempli. Nous avons chassé les troupes de la Maison d'Autriche de la Bavière et rétabli notre allié dans la souveraineté de ses États. Cette armée qui, avec autant d'ostentation que d'imprudence, était venue se placer sur nos frontières, est anéantie. Mais qu'importe à l'Angleterre, son but est atteint. Nous ne sommes plus à Boulogne. » Plus loin, il ajoute « Cette armée russe que l'or de l'Angleterre a transportée des extrémités de l'univers, nous allons lui faire éprouver le même sort. À cette nouvelle lutte est attaché plus spécialement l'honneur de l'infanterie. C'est là que va se décider pour la seconde fois cette question qui a déjà été décidée en Suisse et en Hollande, si l'infanterie française est la seconde ou la première de l'Europe. Je vous ai dit que c'était une prouesse cette reddition d'Ulm parce que l'armée française, après la victoire d'Eschlingen, bien sûr qu'on doit
à la bravoure du maréchal Ney, dont Coignet parle d'ailleurs et à qui il rend les hommages. Cette reddition d'Ulm est une véritable prouesse parce que l'armée française a capturé une armée entière sans tirer un coup de feu ou presque. On dit alors qu'elle gagne la guerre avec ses jambes. C'est d'ailleurs ce que Coignet nous dit. Coignet nous dit le soldat disait « Notre empereur ne se sert pas de nos bras pour faire la guerre, mais de nos jambes ». Après cette reddition du général Mack à Ulm, c'est la marche sur Vienne et l'entrée dans la capitale des Habsbourg. Je laisse la parole à Coignet. L'empereur ne perdit pas grand temps. Il donna ses ordres pour que sa garde se mît en tenue afin de faire son entrée dans cette capitale où aucune puissance n'avait pénétré. Il se mit à la tête de sa garde pour traverser cette grande ville aux acclamations d'un peuple en joie ou en peur de voir un si beau corps et le souverain des Français à leur tête. C'est beau et ça fait des frissons. D'ailleurs, c'est la première fois, comme il le dit, qu'une armée pénètre dans cette capitale des Habsbourg. C'est la première fois que l'armée française y pénètre, mais pas la dernière, puisque quelques années plus tard seulement, rebelote, nous voilà à nouveau. Là, Napoléon, il a quelque part vengé tous les rois de France qui ont eu affaire aux Habsbourg depuis des centaines d'années. Et ça fait plaisir. Bon, après, il en a épousé une. Ensuite, après la prise de Vienne, eh bien, les Autrichiens, enfin, ce qui reste de leur armée, font leur jonction avec les Russes, qui se dirigent vers les forces françaises. Napoléon, comme d'habitude, prend les devants. Ils se portent à leur rencontre. On est le soir du 1er décembre 1805. Et là, il va se passer quelque chose. C'est la veille de la bataille. Il va se passer quelque chose d'absolument merveilleux. Quelque chose d'inattendu, mais en ce 1er décembre au soir, les bivouacs sont posés. La grande armée attend le combat du lendemain. Le lendemain, c'est le 2 décembre. C'est la date anniversaire du sacre, le premier anniversaire du sacre. Et donc là, on va voir se produire quelque chose d'absolument spontané, qui a été rapporté par beaucoup de témoins, dont Coignet, à qui je laisse la parole. Le soir du 1er décembre, l'empereur sortit de sa tente et monta à cheval pour visiter les avant-postes avec son escorte. C'était la brune, et les grenadiers à cheval portaient 4 torches allumées. Cela donna le signal d'un spectacle charmant. Toute la garde prit des poignées de paille à ses baraques et les alluma. On se les allumait les uns aux autres, et, une dans chaque main, tout le monde de crier « Vive l'empereur !» et de sauter. Ce fut le signal pour tous les corps d'armée. Je peux certifier que 200 000 torches étaient allumées, que toutes les musiques jouaient et que les tambours battaient au chant. Les Russes pouvaient nous voir de leur hauteur à plus de 100 pieds au-dessus de nous. Ils pouvaient voir 7 corps d'armée, 7 lignes, je dis sur 7 lignes d'épaisseur qui leur faisaient face et qui étaient prêts à aller leur souhaiter le bonjour. C'est beau, et Napoléon dira d'ailleurs plus tard, à Sainte-Hélène, il me semble, que ce fut le plus beau jour de sa vie. Ce même soir, il fait sa proclamation à l'armée, sur laquelle je passe, on s'intéressera à la proclamation de victoire, et le lendemain, 2 décembre, c'est le début de la bataille d'Austerlitz. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur la bataille d'Austerlitz, une vidéo complète que je vous recommande, que je vous mettrai en description, je vous invite à la voir, je ne vais pas revenir sur les détails, mais vous le savez, Napoléon laisse le plateau du Pratzen aux Austro-Russes pour mieux les forcer à descendre et à dégarnir le plateau et ensuite les couper en deux. Coignet est au cœur de l'action, c'est lui qui se lance avec ses camarades à l'assaut du plateau. Je vais lui laisser la parole sur ce point. Au centre de ces belles colonnes, nous étions 25 000 bonnets à poil et des gaillards qui avaient soif de gloire, comme le grand capitaine qui les commandait. Nos bataillons montèrent cette côte l'arme au bras et arrivés à distance, ils souhaitèrent le bonjour à la première ligne par des feux de bataillon. Là, nous dit Coignet, d'une armée, nous en fîmes 2, le plateau est pris, mais les Russes contre-attaquent avec notamment la garde du Tsar, et là, l'infanterie française ne fait pas le poids très longtemps. Napoléon décide alors d'envoyer sa propre garde impériale à cheval. Coignet nous rapporte tout ça. L'empereur nous fit arrêter et lança d'abord les Mamelouks et les chasseurs à cheval. Ces Mamelouks étaient de merveilleux cavaliers, ils faisaient de leur cheval ce qu'ils voulaient. Avec leurs sabres recourbés, ils enlevaient une tête d'un seul coup, et avec leurs étriers tranchants, ils coupaient les reins d'un soldat. L'un d'eux revint à 3 reprises différentes apporter à l'empereur un étendard russe. À la 3e, l'empereur voulut le retenir, mais il s'élança de nouveau, et ne revint plus. Il resta sur le champ de bataille. Les chasseurs ne valaient pas moins que les Mamelouks. Cependant, ils avaient affaire à trop forte partie. La garde impériale russe était composée d'hommes gigantesques et qui se battaient en déterminés. Notre cavalerie finit par être ramenée. Il poursuit ensuite avec l'intervention des grenadiers à cheval. Alors, l'empereur lâcha les chevaux noirs, c'est-à-dire les grenadiers à cheval, commandés par le général Bessières. Ils passèrent à côté de nous comme l'éclair et fondirent sur l'ennemi. Pendant un quart d'heure, ce fut une mêlée incroyable, et ce quart d'heure nous parut un siècle. Nous ne pouvions rien distinguer dans la fumée et la poussière. Nous avions peur de voir nos camarades sabrer à leur tour. Aussi, nous avancions lentement derrière eux, et s'ils eussent été battus, c'était notre tour. L'infanterie russe était derrière cette masse, et nous croyions notre tour arrivé,
mais ils battirent en retraite dans la vallée des étangs. Et justement, là c'est le célèbre épisode où les Russes s'enfuient sur l'étang gelé. Coignet était présent, on le voit d'ailleurs dans le film, hein, ça a été largement exploité dans le film de Ridley Scott. Très célèbre anecdote, même si elle a fait très peu de morts, ça reste symbolique. Coignet a assisté à la scène, il nous raconte ça. Les Russes, ne pouvant pas passer sur la chaussée des étangs qui étaient encombrés, il leur fallut passer sur l'étang de gauche, en face de nous. Et l'empereur, s'apercevant de suite de leur embarras, fait descendre son artillerie et le 2e régiment de grenadiers. Nos canonniers se mettent en batterie, les Russes passent en colonne sur la glace, et voilà les boulets et les obus qui tombent sur la glace et qui cèdent sous cette masse de Russes qui se voient forcés de prendre un bain à la glace le 2 décembre. Toutes les troupes tapaient des mains, et notre Napoléon se vengeait sur sa tabatière. Voilà, après ce petit bain très sympathique pris par les Russes, c'est la victoire totale. Napoléon triomphe dans cette bataille des 3 empereurs face à l'empereur d'Autriche et au tsar de Russie. S'en suivra la paix de Presbourg. Je n'entre pas dans les détails, encore une fois, je vous renvoie à ma vidéo complète sur Austerlitz. Mais suite à cette victoire, pour féliciter ces hommes, Coignet nous le rapporte, et on la connaît, elle est bien connue, Napoléon a cette célèbre proclamation dont je vais vous lire 2 passages, parce que ça fait toujours plaisir. « Soldats, je suis content de vous. Vous avez, à la journée d'Austerlitz, justifié tout ce que j'attendais de votre intrépidité. Vous avez décoré vos aigles d'une immortelle gloire. Une armée de 100 000 hommes, commandée par les empereurs de Russie et d'Autriche, a été, en moins de 4 heures, ou coupée, ou dispersée. Ce qui a échappé à votre fer s'est noyé dans les lacs. Soldats, lorsque tout ce qui est nécessaire pour assurer le bonheur et la prospérité de notre patrie sera accompli, je vous ramènerai en France. Là, vous serez l'objet de mes plus tendres sollicitudes. Mon peuple vous reverra avec joie, et il vous suffira de dire « J'étais à la bataille d'Austerlitz » pour que l'on vous réponde « Voilà un brave ». L'armée française victorieuse rentre en France, Coignet également, puis retour au temps de la garnison, des manœuvres. Il nous raconte à quel point Napoléon veillait à chaque bouton d'uniforme de ses soldats, à quel point il était sévère mais juste et respecté. D'ailleurs, il y a une phrase très sympathique qui clôt le chapitre d'ailleurs que je vais vous lire. C'était l'homme le plus dur et le meilleur, mais tous tremblaient et tous le chérissaient. Voilà mon Napoléon. La suite, eh bien, ce sera au prochain épisode. Je ne sais pas si vous voyez le titre du chapitre, mais ce sera consacré à la bataille d'Iéna, puis à la campagne de Prusse-Pologne, avec la fabuleuse bataille, enfin fabuleuse et tragique bataille d'Eylau que j'adore, la victoire de Friedland. Il y a encore du très très lourd, je ne sais pas en combien d'épisodes je vais le faire, mais vraiment, cette série me plaît beaucoup. Il nous reste encore beaucoup d'aventures à vivre en compagnie de Coignet. J'espère que ces lectures et ces épisodes vous plaisent. Dites-moi ça dans les commentaires si vous appréciez cette série et n'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo et à la partager, d'autant que c'est un peu dur avec l'algorithme en ce début d'année, ça a mis beaucoup de temps à reprendre, donc ça me ferait très plaisir si vous pouviez lâcher un petit commentaire, un petit like et vous abonner à la chaîne bien sûr, si ça n'est pas déjà fait. Nous on va continuer donc bientôt Iéna, n'oubliez pas bien sûr mon partenaire des éditions Phoenix avec leur dernier livre Saint-Louis qui vous est proposé à un prix de lancement, le lien est en description. Et puis en attendant Iéna, la raclée mise aux Prussiens, la Prusse à genoux face à Napoléon, et bien je vous dis tout simplement à bientôt pour de nouvelles aventures.